Alors, dans cette vidéo, on va voir l'utilisation des diagrammes potentiel pH. Je vous ai mis deux exemples, celui du fer pour étudier la stabilité du fer dans l'eau. On va donc superposer le diagramme potentiel pH de l'eau, qu'on vient juste de voir, et le diagramme potentiel pH du fer qu'on a vu dans une vidéo précédente. Et le deuxième cas que je vous mets, c'est le cas du chlore, qui est un cas assez classique. Et dans une troisième partie, on va voir assez rapidement une des limites du diagramme potentiel pH. Alors, dans un premier temps, on va étudier donc le diagramme du fer. J'avais mis en évidence les frontières pour la vidéo sur la construction du diagramme. Normalement, tout ce que je vais vous dire a été écrit en dessous, là, dans les remarques. Mais là, je vais rester au niveau de l'écran sur le diagramme et je vais vous expliquer tout ça. Alors, on a superposé le diagramme du fer dont toutes les frontières ont été surlignées avec le diagramme de l'eau qui est ici. Et donc là, on va regarder ce qui se passe, c'est-à-dire quand est-ce que le fer est stable dans l'eau, s'il est stable, et si le fer n'est pas stable dans l'eau, sous quelle forme va-t-il se trouver? Alors, la première chose qu'il faut regarder, c'est donc le fer qui nous intéresse. On voit qu'il est disjoint du domaine de l'eau. Je vous rappelle que le domaine de l'eau, de stabilité de l'eau, c'est celui qui est entre ces deux frontières. On ne va pas parler ici du domaine de la zone d'immunité qui permet éventuellement d'élargir un petit peu le domaine. Là, on va juste se concentrer sur les deux frontières. Donc, les deux domaines, celui du fer et celui de l'eau, sont disjoints. Donc, si vous mettez du fer et de l'eau, il y aura forcément réaction. La forme sous laquelle va se trouver l'espèce fer lorsque le fer est au contact avec l'eau va dépendre de si on est en contact avec du dioxygène ou pas dans un premier temps, et ensuite à quel pH on se trouve, puisque par exemple au nombre d'oxydation 3, le fer peut être sous la forme Fe3+, ou FeOH3, Fe3+, dans les pH acides, FeOH3 dans les pH basiques. Donc on va essayer dans un premier temps de voir ce qu'il se passe lorsque l'on met le fer, ici, dans une atmosphère qui présente... Donc, dans une atmosphère qu'on appelle humide, qui présente donc de l'O2 et de l'H2O, à un pH autour de 7, puisque c'est les pH que vous allez rencontrer relativement souvent, ce qu'on observe au quotidien. Alors pour ça, on va commencer par écrire les deux demi-équations électroniques des deux couples en présence. Donc le premier, O2 gazeux H2O, donc hop, 2 ici, 4H+, 4 électrons. Et le deuxième, Fe OH 3 fois. Et hop, de l'autre côté, vous avez Fe solide. Donc on vient ajouter 3H2O. Ce qui nous ajoute 6H+, sachant qu'on en a déjà 3 de l'autre côté. Donc on vient ajouter 3H+, et donc 3 électrons. Pour qu'il y ait le même nombre d'électrons échangés, on va multiplier celle-ci par 3 et on va multiplier celle-ci par 4. Et ce qu'on fait réagir ensemble, c'est donc le dioxygène avec le fer solide. Et vous avez l'équation bilan suivante qui apparaît. 4 Fe solide plus 6H... 3 x 4, 12. Plus 12H2O. Plus 3 O2 gazeux, plus 12 H+, les électrons on ne les met pas, et ça vous donne 6H2O. On va donc pouvoir les simplifier. Plus 4 FeOH3, plus 12H+, plus 12 électrons. Donc vous pouvez simplifier hop, les 12H+ de chaque côté. Et ici, les 6H2O. Pour regarder que ici, vous obtenez donc l'équation bilan qui est ici, que je vous ai réécrite en dessous normalement. Voilà, donc celle qui est ici, là. Hop. Donc ça, c'est ce qui se passe lorsque vous êtes en contact. Vous mettez le fer au contact d'une atmosphère humide, à un pH autour de 7, et en réalité ça marche pour un pH supérieur à 1,67 puisque c'est la frontière qu'on avait déterminée. Si vous vous placez à un pH acide, vous n'aurez pas formation de FeOH3, vous aurez formation de Fe3+. Vous pouvez aussi, de la même façon que ce que j'ai fait là, essayer de déterminer l'équation bilan.
Ensuite, si vous vous placez par exemple au fond de l'eau, donc ce qui se passe sur une épave de bateau, dans ce cas-là, il n'y a pas de dioxygène en présence. Donc le couple qu'il va falloir prendre en compte, c'est H2OH2. Et dans ce cas-là, le fer va s'oxyder au nombre d'oxydations uniquement plus 2. Si le pH est supérieur à 7, vous aurez plutôt du FeOH2. Et si le pH est inférieur à 7, vous aurez plutôt du Fe2+. En général, ce qui se passe dans les épaves qui sont sous l'eau, c'est qu'on observe du FeOH2. Le FeOH3, c'est rien d'autre que la rouille, donc ce que vous observez au quotidien. Voilà. Et sous l'eau, par contre, il n'y a pas de rouille qui se forme, il y a un autre oxyde de fer qui est donc le FeOH2. Alors, ces deux domaines-là sont intéressants en métallurgie parce qu'en fait, on arrive à récupérer souvent de l'oxyde d'aluminium ou ici c'est de l'oxyde de fer. Mais ce qui nous intéresse, ce qu'on veut récupérer, c'est le fer. Donc pour ça, on prend les différents oxydes. Ici, oxyde de fer 3 par exemple, puisque l'oxyde de fer 2 c'est plutôt sous l'eau. Et on va se placer en milieu acide, ce qui fait qu'il va y avoir dissolution du FeOH3 en Fe3+, et 3 fois OH-. En faisant ensuite précipiter les ions HO-, on arrive à récupérer uniquement les ions Fe3+, et donc à récupérer du fer, l'élément fer. Voilà, donc ces deux domaines sont intéressants en métallurgie. Alors, un peu de vocabulaire, puisque c'est ce que vous trouverez éventuellement dans les exercices. Là, c'est le diagramme potentiel pH du fer. Donc, le domaine de l'espèce fer métallique, solide, c'est ce qu'on appelle le domaine d'immunité du métal. Donc là, d'immunité du fer. Ensuite, les deux domaines dont je vous ai parlé qui sont intéressants en hydrométallurgie, c'est ces deux-là. C'est ce qu'on appelle les domaines de corrosion. C'est les domaines dans lesquels le métal est stable sous sa forme ionique, sans oxyde. Et les deux domaines, ici il n'y en a que deux, mais il peut y en avoir plus ou il peut y en avoir qu'un, les domaines où l'espèce métallique est oxydée et sous une forme oxydée, on appelle ça le domaine de passivité. Parce qu'en réalité, par exemple dans le cas du fer, quand il est au contact de l'atmosphère, il y a de l'hydroxyde de fer 3, donc de la rouille, qui vient se former à la surface dans le but justement de protéger le fer et faire en sorte qu'il ne s'oxyde pas. Alors malheureusement ça ne fonctionne pas pour la rouille parce que l'oxyde de fer est un oxyde poreux, donc en fait il y a quand même corrosion en dessous. Mais il y a des oxydes qui ne sont pas poreux et qui donc viennent juste se former en surface du métal et qui viennent protéger le métal qui est à l'intérieur. C'est le cas notamment par exemple du cuivre. L'exemple le plus classique c'est la Statue de la Liberté qui est verte. En réalité en dessous elle est en cuivre, mais cette couche verte par-dessus c'est l'oxyde de cuivre qui est là pour en quelque sorte protéger le métal qui est en dessous. Et donc on appelle ça domaine de passivité parce qu'une fois que la couche d'oxyde s'est formée, et le métal est passif, il ne réagit plus avec l'atmosphère. Voilà pour cette partie.